On va partir d'un scénario que je pense beaucoup de gens connaissent trop bien. On bosse dur, depuis des années, on gagne bien sa vie, peut-être même très très bien, mais il y a toujours cette petite voix, cette anxiété sourde qui dit qu'une seule crise, un licenciement, un pépin de santé, et tout le château de cartes pourrait s'écrouler. C'est un peu le piège du haut revenu, faible stabilité. On a une belle voiture, mais le châssis est en carton, quoi. C'est une image parfaite et ça touche tellement de monde. On se sent un peu invincible avec un bon salaire jusqu'au jour où, on ne l'est plus. C'est une fausse sécurité. En fait, l'argent est souvent vu comme quelque chose qu'on subit, un flux qu'on essaye de contenir, plutôt qu'un outil qu'on maîtrise vraiment. Exactement. Et c'est pour ça que notre discussion d'aujourd'hui est si importante. On ne va pas parler d'astuces pour économiser sur le café au lait ou de parier sur la prochaine crypto à la mode. Non. L'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur, d'analyser un système complet, une sorte de plan directeur qui a été conçu par un ingénieur pour corriger cette fragilité à la racine. Et ce plan directeur, cette méthode, c'est notre source du jour. The Golden Path, ou le chemin doré. C'est une feuille de route en 3 grandes étapes et 13 pas très concrets vers l'indépendance financière, développée par un certain Tamir Kaham. Alors, parlons-en. Quand on pense finance, on imagine des gens de Wall Street, des traders en costume. Mais le créateur de cette méthode, Tamir Kaham, n'a rien à voir avec ça. C'est un ingénieur système senior et le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et il y a un détail que je trouve absolument fascinant dans son parcours. Il est aussi le traducteur officiel en hébreu d'un texte qui a presque 100 ans, l'homme le plus riche de Babylone. On a donc un homme qui a un pied dans l'ingénierie des systèmes ultramodernes et l'autre dans la sagesse financière ancestrale. Ce mélange, en fait, c'est la clé de toute sa philosophie. D'accord, donc notre mission aujourd'hui, si je comprends bien, c'est de décortiquer la philosophie derrière ce plan. De comprendre la carte avant même de s'aventurer sur le terrain. C'est tout à fait ça. Il faut voir ça un peu comme l'installation d'un système d'exploitation financier sur son ordinateur. Avant même de penser à installer des logiciels, les applis d'investissement, le budget, etc., il faut s'assurer que le système d'exploitation de base est stable, sécurisé et bien conçu. Aujourd'hui, on examine l'architecture de ces systèmes. Alors, allons-y. Plongeons dans cette perspective de l'ingénieur, parce que c'est vraiment ça, le point de départ. Le fait que Tamir Kaham ait abordé le problème non pas en financier, mais en ingénieur. Et apparemment, ça change tout. Ah, ça change absolument tout. Et il y a un détail dans son histoire qui est, je pense, incroyablement rassurant pour beaucoup de gens. Il n'a eu aucune éducation financière formelle avant l'âge de 45 ans. Ça pulvérise l'excuse du «c'est trop tard pour moi» ou «j'ai raté le coche». Pendant des décennies, il a fonctionné avec le programme par défaut, celui de l'employé, un seul revenu, et il échangeait son temps contre un salaire. Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. À 45 ans, il lit le fameux livre Père riche, Père pauvre. Un classique. Mais au lieu de juste se sentir inspiré pendant 2 jours, il a fait ce qu'un ingénieur fait de mieux. Il a analysé le système. Il a regardé ses propres finances et sa conclusion a été radicale. Il ne s'est pas dit «je suis nu avec l'argent». Non. Il s'est dit «mon système est défaillant. Il y a des bugs dans mon code financier». Et ça, c'est le principe fondamental de toute la stratégie. C'est l'idée qui change la donne. L'instabilité financière n'est pas un échec moral, c'est un problème de conception de système. Ce simple recadrage est une libération. Toute la honte, toute la culpabilité liée à l'endettement, au manque d'épargne, tout ça disparaît. On sort du jugement pour entrer dans l'analyse technique. C'est vrai que c'est puissant. Un ingénieur ne dirait jamais qu'un pont qui s'effondre est un mauvais pont ou un pont paresseux. Non, il analyserait froidement comment la charge a dépassé la capacité structurelle. Donc, si on applique cette logique à nos finances, on peut commencer à décomposer le problème de manière rationnelle. Exactement. Et la grille d'analyse devient limpide. Les revenus, ce sont les entrées, les inputs du système. Les dépenses, ce sont les charges que la structure doit supporter. Et la dette, surtout la dette à la consommation, c'est de la friction. En ingénierie, la friction, c'est une perte d'énergie. Elle génère de la chaleur, du bruit, mais elle ne fait pas avancer la machine. Chaque euro payé en intérêt sur une carte de crédit, c'est de l'énergie purement et simplement perdue. Et cette fragilité dont on parlait au début, ce sentiment que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ça a un nom en ingénierie, c'est un point de défaillance unique. C'est l'image du pont massif qui ne repose que sur un seul pilier, même si ce pilier est en béton armé. Un super job, un gros salaire,
S'il se fissure à cause d'un licenciement, d'une maladie, d'une crise économique, toute la structure s'effondre. La première mission de l'ingénieur financier est donc de construire de la redondance, ajouter d'autres piliers. Mais avant même de poser la première pierre, la stratégie impose un prérequis absolu, un changement qui n'est pas financier, mais mental. On en arrive à ce fameux changement d'identité. Les sources insistent lourdement là-dessus. Il faut passer de l'identité de salarié à celle de propriétaire d'actifs. Et ce qui m'intrigue, c'est que le terme investisseur est délibérément rejeté. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. Investisseur, ça me semble être le bon terme, non? Qu'est-ce qui cloche avec ce mot? C'est une excellente question, parce que la nuance est subtile, mais elle est fondamentale. Le mot investisseur décrit une activité, c'est quelque chose que l'on fait. On achète une action le mardi, on regarde les cours le mercredi. Ça peut être perçu comme un hobby, une action parmi d'autres. Propriétaire d'actifs, en revanche, c'est une identité fonctionnelle. C'est ce que l'on est. C'est un rôle dans l'économie. Un salarié vend son temps, sa ressource la plus précieuse, contre de l'argent. Un propriétaire d'actifs, lui, possède des systèmes, des entreprises, de l'immobilier, qui génèrent de la valeur, qu'il soit physiquement présent ou non. Bien avant que son compte en banque ne reflète cette nouvelle réalité. Il a commencé à voir chaque dollar de son salaire non plus comme de l'argent à dépenser, mais comme du capital de départ pour construire sa propre machine financière. C'est le point zéro. Sans ce changement de perspective, toutes les actions qui suivent n'ont pas de fondation solide. Et ça nous mène directement à une autre distinction cruciale, une erreur de système que des millions de gens commettent, confondre l'indépendance financière et la richesse. Dans ce modèle d'ingénieur, les traiter comme des synonymes est une erreur de conception. Critique. Ok, décomposons ça, parce que dans le langage courant, c'est vrai qu'on utilise souvent les deux de manière interchangeable. Comment le système définit-il ces deux états? Alors, l'indépendance financière, OIF, c'est un état précis, mathématique, presque clinique. C'est le point d'équilibre où les revenus passifs, c'est-à-dire l'argent généré par vos actifs, sans que vous ayez à travailler activement, couvrent la totalité de vos dépenses de subsistance. C'est tout. Le but n'est pas le luxe, c'est la liberté et la sécurité. C'est la survie du système qui devient automatisé, c'est la cible numéro 1. Donc il ne s'agit pas forcément de voyager en jet privé, mais de savoir que le loyer, les factures, la nourriture sont payées, que l'on ait reçu une fiche de paye ce mois-ci ou non. Le pont est devenu autosuffisant. Et la richesse dans ce cas, c'est quoi? Toute seule. La richesse, c'est le penthouse, la piscine sur le toit, les finitions en marbre. Et l'erreur stratégique que les gens font, c'est d'essayer de construire le penthouse avant même que le béton des fondations n'ait séché. Ils prennent des risques démesurés, s'endettent jusqu'au cou, parient sur des actifs très spéculatifs, en espérant devenir riches rapidement. Exactement. Ils essayent de sauter l'étape de l'indépendance. Mais si vous essayez de construire un gratte-ciel sur des fondations instables, l'intégrité structurelle est compromise. Ça peut marcher un temps, mais au premier coup de vent, tout s'écroule. La stratégie impose une séquence logique. La sécurité d'abord, l'expansion ensuite. Atteignez l'indépendance et ensuite, si vous le souhaitez, continuez d'appliquer le système. La richesse deviendra une conséquence presque inévitable, mais elle ne doit jamais être le premier objectif. La liberté, si. D'accord, la philosophie est claire. On a le bon état d'esprit, on a les bonnes définitions. Maintenant, comment est-ce qu'on construit cette machine? La source utilise une analogie que je trouve très parlante pour visualiser le processus, celle du lancement d'une fusée. J'aime bien l'idée, mais est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux? On a l'impression que c'est pour les Elon Musk, pas pour le commun des mortels. C'est une bonne remarque. L'analogie peut sembler intimidante, mais elle est surtout parfaite pour décrire la physique du processus. Elle décompose le voyage en 3 étapes qui obéissent à des lois différentes. La première étape, qui couvre les pas 1 et 2, c'est la préparation de la rampe de lancement. C'est la phase la plus frustrante, celle que tout le monde veut sauter parce qu'il ne se passe rien de visible. C'est le moment où l'on coule le béton. Mais on veut voir des résultats, on veut que ça décolle. Pourquoi est-ce si important de passer du temps sur la psychologie? Pensez à la physique. Si vous essayez de lancer une fusée de plusieurs tonnes depuis un marécage, depuis un sol mou et instable, que se passe-t-il au moment où les moteurs s'allument? Prompt. Les vibrations commencent et la fusée bascule et explose avant même d'avoir quitté le sol. La rampe de lancement n'a pas supporté la charge. Cette étape 1 est donc entièrement psychologique. C'est le changement d'identité dont on a parlé et la définition d'une vision claire avec une métrique précise, l'indice IF.
Il s'agit de solidifier le sol, son état d'esprit, pour qu'il puisse supporter la pression immense de ce qui va suivre. Ce qui nous amène à l'étape 2, la séquence de lancement qui couvre les pas 3 à 10. Là, les moteurs s'allument. C'est la phase la plus intense, la plus gourmande en énergie et la plus dangereuse de toute la mission. On lutte contre la gravité. Et dans notre contexte, la gravité, c'est la dette, l'inflation du style de vie, l'inertie de nos vieilles habitudes. C'est ça. En physique, une fusée brûle 90% de son carburant juste pour s'arracher à l'attraction terrestre. Financièrement, c'est pareil. Cette étape est un travail de fond, intense et méthodique. Mais les actions sont très séquencées. Oui, la feuille de route est précise. On commence par cartographier ses finances pour savoir d'où on part, puis on construit un budget conscient, on stabilise les flux de trésorerie, on crée une habitude d'épargne, même minuscule, et c'est seulement après avoir cette base solide qu'on met en place un fonds d'urgence, qu'on s'attaque agressivement aux mauvaises dettes, qu'on automatise les flux d'argent et qu'on gère les risques. C'est une séquence logique conçue pour créer de la stabilité avant même de penser à la croissance. C'est un travail intense, oui, mais il est temporaire. Parce que l'objectif est d'atteindre une altitude où les lois de la physique changent. C'est l'étape 3, atteindre l'orbite, les pas 11 et 12. Une fois qu'un satellite est en orbite, il n'a plus besoin de brûler du carburant en continu pour avancer. Il est en chute libre perpétuelle autour de la Terre. Il a un élan. Et c'est ça, l'indépendance financière. Les actifs, le système, génèrent assez d'élan pour maintenir le mouvement sans effort constant. Le combat s'arrête non pas parce qu'on abandonne, mais parce qu'on a changé d'environnement. Le pas 11, c'est l'acquisition du tout premier actif productif, et le 12, c'est la diversification des sources de revenus, les fameux piliers supplémentaires pour le pont. C'est un changement total de paradigme. Il ne s'agit pas de travailler plus dur pour toujours, mais de travailler dur et intelligemment pour atteindre un point de bascule où la physique financière commence à travailler pour nous. D'accord, le plan est clair. Préparer la rampe, décoller, attendre l'orbite. J'ai suivi les étapes 1 à 12, ça nous amène en orbite. Mais le plan s'appelle 13 pas. J'ai raté quelque chose? Où est passé le 13e pas? Est-ce qu'on le fait après avoir atteint l'orbite? C'est là que le génie de l'ingénieur système se révèle. Le pas 13 n'est pas la dernière étape d'une chronologie linéaire. C'est un processus qui tourne en parallèle du début à la fin. C'est le système de guidage de la fusée. C'est une boucle de rétroaction constante. Le pas 13, c'est l'apprentissage continu. Ah, d'accord. Une fusée ne se contente pas de viser la Lune et d'allumer les moteurs. Elle a un ordinateur de bord qui fait des milliers de micro-corrections par seconde, parce que le vent change, la densité de l'air, le poids du carburant, et pour nous, le marché change, les lois fiscales changent, nos propres objectifs de vie changent. Précisément, les sources citent ici le roi Salomon qui disait que la connaissance protège et donne vie à son propriétaire. On voit des gagnants du loto qui font faillite en 3 ans. Pourquoi? Ils avaient le carburant, l'argent, mais ils n'avaient aucun système de guidage. La fusée s'est écrasée. À l'inverse, si vous avez la connaissance, la littératie financière, vous pouvez perdre tout votre argent et reconstruire le système. Le pas 13, c'est l'ordinateur de bord qui s'assure que la mission reste sur sa trajectoire. C'est une synthèse vraiment éclairante. Donc, si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on doit arrêter de se juger et commencer à voir nos finances comme un système à concevoir. La première étape, avant tout, est un changement d'identité, de salarié à propriétaire d'actifs. Ensuite, on vise l'indépendance, pas la richesse, et tout ça est encapsulé dans une feuille de route en 3 étapes, comme une fusée, le tout supervisé par un apprentissage constant. C'est un excellent résumé. Et avant de conclure cette première analyse, il faut être très clair. C'est notre avertissement obligatoire. Tout ce que nous discutons ici est à but purement éducatif. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil financier, légal ou fiscal personnalisé. Il n'y a aucune garantie de résultat, car le succès dépend de l'exécution de chacun. Bien sûr, la responsabilité de chacun est d'évaluer sa propre situation et de consulter des professionnels qualifiés, des comptables, des conseillers et des avocats avant de prendre la moindre décision financière importante. On fournit une carte, mais c'est à chaque personne de vérifier la nature du terrain et de construire son propre véhicule. Absolument. Et la suite logique, c'est de commencer à couler le béton de cette fameuse rampe de lancement. Ce sera l'objet de notre prochaine discussion où on plongera dans l'étape 1 et ses mécanismes PLAM. Comment opérer concrètement ce changement d'identité et comment définir sa vision. Pour celles et ceux qui sont plus visuels et qui veulent voir ces concepts en action, la fusée, le pont, les flux du système, les sources originales sont vraiment utiles. Il y a la série de podcasts complète Deep Dive Golden Path et la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Le nom d'utilisateur est @TamirGoldPath.
Les schémas aident vraiment à intégrer ces notions d'ingénierie. Pour finir, j'aimerais laisser une pensée à méditer. On a beaucoup parlé de mécanique, de système, mais la cause première de tout ça est interne. La vraie question à se poser ce soir n'est peut-être pas comment puis-je gagner plus d'argent. La question fondamentale est qui suis-je par rapport à l'argent? Qui suis-je par rapport à l'argent? Une question simple mais vertigineuse. La réponse conditionne tout le reste. C'est un excellent point de départ. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'est 2025, Tamir Kaham, tout droit réservé. The Golden Pasty and the Golden Path to FI sont des marques déposées de Tamir Kaham.